vis dynamique de hanche DHS. Au cours de la première partie de cet exercice, nous allons pratiquer la technique de fixation d'une fracture trochantérienne avec la vis dynamique de hanche. Dans la deuxième partie, une DHS avec la plaque de soutien trochantérienne. Et dans une partie démonstration, on montrera le dispositif de blocage DHS. Les fractures pertrochantériennes et intertrochantériennes sont les indications principales du système DHS. Ici, on voit des fractures de type A1 selon la classification AO. Et ici, un exemple d'une fracture trochantérienne simple de type A1-2. La radio à 12 mois montre une guérison osseuse complète chez ce patient de 67 ans. Ici, une des fractures instables de type A2. Cette radio chez un patient de 81 ans montre une fracture de type A2-2. La radio à 13 mois post-opératoire montre une bonne consolidation. Le système DHS est aussi adapté aux fractures intertrochantériennes, comme dans cette fracture de type A3-3 chez un patient de 72 ans. Sur une radio post-opératoire de 16 mois. La technique de base est la suivante. Après avoir réduit la fracture et fixé temporairement à l'aide d'une broche de Kirchner, une broche conductrice est insérée dans la tête fémorale. Puis on mesure la longueur. Ensuite, on alaise le canal pour l'implant, que l'on taraude si besoin. Et on insère la vis dynamique de hanche. Enfin, on passe la plaque sur la tige de la vis et on la fixe au fémur avec les vis autotaraudantes. On peut comprimer la fracture avec une vis de compression DHS pendant l'opération, si désiré. Maintenant, sur ce modèle, nous allons faire la démonstration étape par étape de la bonne utilisation de la DHS. D'abord, on réduit la fracture. Nous n'avons pas de tissu mou sur notre modèle, donc on va commencer par la fixation avec un davier de réduction à pointe. On fait une fixation temporaire avec les broches de Kirchner. Il faut les placer en haut de la tête pour ne pas gêner plus tard l'emplacement de la broche conductrice. On estime l'angle entre le col et la diaphyse. Pour cet exercice, nous avons choisi un angle de 135 degrés et on choisit le guide d'angle approprié. Le guide ne glisse pas à cause des pointes sur la face inférieure. Le guide permet l'introduction soit d'une broche conductrice, soit d'une mèche de 2 mm. Le point d'entrée de la broche conductrice est prédéterminé sur les radios préopératoires du côté contralatéral afin de tenir compte de l'antéversion du col fémoral. Pour mesurer l'antéversion du col fémoral, nous utilisons un guide d'angle approprié pour positionner une broche de direction en avant du col fémoral. On l'introduit dans la tête. Le guide d'angle est placé sur la diaphyse fémorale, puis on perce la corticale latérale avec une mèche de 2 mm. Il faut que la direction du perçage soit orientée vers le centre de la tête fémorale, parallèlement à la broche d'antéversion. La broche conductrice avec la pointe filetée est placée dans un petit mandrin. Avec le petit moteur et le guide d'angle de 135 degrés, on place la broche dans la tête et le col, parallèle à la broche antérieure. La position de la broche conductrice est contrôlée en direction antéro-postérieure et axiale. Il faut changer l'orientation jusqu'à ce qu'elle soit correcte. Maintenant, on peut retirer la broche de direction. On place la jauge de profondeur sur l'extrémité de la broche conductrice. Elle montre la profondeur de l'insertion osseuse de la broche conductrice. Ici, on trouve 120 mm. Ça veut dire que la distance entre la corticale externe et la surface articulaire est de 120 mm dans notre cas. Puisqu'il faut que le trou se termine à 10 mm de l'articulation, la profondeur est donc de 110 mm.
La mèche à 3 étages DHS pour alésage se compose de 3 éléments. Voici l'assemblage. La mèche porte une échelle en millimètres. On fixe la profondeur du perçage à 110 mm, puis on serre la molette. La profondeur de 110 mm est vérifiée de nouveau dans la position verrouillée. La partie avant de la mèche à 3 étages perce un trou pour la vis. La partie moyenne perce un diamètre plus grand pour le canon de la plaque et la partie arrière prépare la corticale pour la connexion entre la plaque et le canon. On introduit la mèche à 3 étages dans un moteur universel et on place la mèche sur la broche conductrice jusqu'au contact avec l'os. Maintenant, on perce le trou jusqu'au 3e étage de la mèche. Le moteur tourne à la vitesse maximale pendant toute l'opération. La mèche à 3 étages est retirée prudemment. Il faut secouer l'os en plastique pour enlever les débris. Si la broche conductrice perd sa prise pendant l'opération, il faut la repositionner exactement comme elle était, afin que la position de la vis dans la tête fémorale soit correcte. Pour un centrage optimal de la broche, on positionne la douille de centrage dans le trou et on place une longue vis en arrière dans la douille. Ainsi, la broche peut être remplacée exactement au centre du canal. Pour un os spongieux dur ou en plastique, il faut tarauder. L'assemblage du tarot consiste en la douille de centrage, le tarot et le poignet en T. On monte le poignet en T sur le tarot, puis on place la douille de centrage sur l'ensemble. Puis on enfile le tarot sur la broche conductrice et on pousse la douille de centrage fermement dans le trou. Le trou est taraudé à la profondeur de 110 mm. La profondeur se voit grâce aux marques sur le tarot. On choisit une vis DHS d'une longueur égale à la profondeur du trou percé, ici de 110 mm. Parmi les plaques DHS, on utilise une plaque à 4 trous de 135 degrés, ainsi que la douille et la clé. Les méplats des deux côtés de la tige de la vis DHS correspondent à la forme interne du cylindre de la plaque. On place la plaque DHS sur la clé en prenant soin de bien engager le collet de la clé sur la fente de la vis. Puis la vis de raccordement introduite dans la clé est vissée dans le filetage interne de la vis DHS et serrée. Après avoir bien installé la douille de centrage sur la clé, on place l'ensemble sur la broche. Dès que la marque 0 atteint la corticale externe, la vis DHS a atteint le fond du trou. Ainsi, l'extrémité de la vis est à 10 mm de l'articulation. Dans un os ostéoporotique, on peut insérer la vis prudemment plus profondément jusqu'à moins 5 mm. À la fin de l'opération, il faut aligner la poignée en T parallèlement à l'axe longitudinal de la diaphyse, afin que le cylindre de la plaque puisse glisser sur la vis. Ainsi, la partie plate de la vis et la partie correspondante du cylindre de la plaque se trouvent dans un plan horizontal. Après avoir retiré la douille de centrage, on glisse la plaque DHS sur la vis et on l'enfonce avec le marteau et l'impacteur. La clé sert de guide pour une utilisation précise de l'impacteur. En même temps, on impacte le trait de fracture. La plaque DHS est maintenue en place temporairement avec le davier autocentrant. Ensuite, la vis de raccordement est desserrée et la clé est retirée. Avec un petit moteur, on retire la broche conductrice en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De même, on retire les deux broches de Kirchner provisoires. Puis on attache la plaque DHS à la diaphyse fémorale. Les trous des vis sont percés dans une position neutre avec le guide mèche vert. Après avoir mesuré la profondeur, on insère les vis autotaraudantes de 4,5 mm. Les vis sont insérées avec le moteur, puis resserrées à la main.
Si besoin est, on peut comprimer le trait de fracture avec la vis de compression DHS pendant l'intervention, bien que cela ne soit pas souvent nécessaire. Dans un os ostéoporotique, il faut utiliser la vis de compression avec soin, car on ne doit pas arracher la vis DHS. Après avoir la compression atteinte, la vis de compression est retirée. Lorsqu'on retire les implants, les vis de plaque sont retirées en premier, suivies de la plaque DHS. Pour retirer la vis DHS, il faut la clé avec la vis de raccordement. La clé est placée sur la vis DHS et la vis de raccordement attachée. On peut retirer facilement la vis DHS. Pour les fractures très instables comme les types A2-3 ou A3-3, ayant un fragment tête-école très instable, on peut utiliser une plaque de soutien trochantérienne supplémentaire et une vis d'antirotation, comme dans cette fracture de type A3-3. La plaque de soutien trochantérienne évite le déplacement latéral des fragments du grand trochantère. Quand on applique une plaque de soutien trochantérienne, la vis de traction DHS se place vers le bas du col du fémur afin que l'emplacement de la vis d'antirotation puisse passer plus haut dans la plaque de soutien trochantérienne. La plaque de soutien trochantérienne est glissée sur la plaque DHS en faisant coïncider les trous de vis. Le trou pour la vis antirotation est méché avec le guide-viseur parallèle. La vis antirotation est mise parallèlement à la vis DHS. Dans cet exercice, nous utilisons un modèle avec une fracture à 4 fragments. Le fragment tête-école, le fragment du grand trochantère, du petit trochantère et le fragment diaphysaire. La fracture est réduite, maintenue avec le davier de réduction et fixée provisoirement avec des broches de Kirchner qui ne doivent pas gêner la mise en place ultérieure de la broche conductrice qui est insérée avec un guide d'angle de 135 degrés. La longueur est mesurée et le canal de l'implant est percé avec la mèche à 3 étages. Pour un os jeune et solide et pour nos modèles en plastique, il faut tarauder. Puis la vis de traction est insérée, la plaque est placée sur l'os et impactée. La plaque est fixée à l'os par le deuxième trou de la plaque, ce qui correspond au grand trou rond de la plaque de soutien trochantérienne. Le premier trou de la vis est percé en position neutre. Puis la plaque de soutien trochantérienne est mise sur la plaque DHS pour déterminer s'il faut contourner. On contourne la plaque avec des fers à contourner. La plaque DHS et la plaque de soutien trochantérienne sont fixées sur la diaphyse par des vis dans les premiers, troisième et quatrième trous communs aux deux plaques. Par le trou marqué 12 mm du viseur parallèle, on perce avec une mèche de 3,2 mm, le trou pour la vis d'antirotation. Après avoir mesuré la longueur, on introduit une vis à spongieux de 6,5 mm avec un filetage de 32 mm parallèle à la vis DHS.
Les petits trous de l'extrémité proximale de la plaque de soutien peuvent servir pour les sutures transosseuses ou, exceptionnellement, lorsque la qualité du grand trochanter le permet, pour les petites vis à spongieux. Si besoin est, on peut aussi cercler les fragments du grand trochanter. Ceci augmente la stabilité de la fixation pour une fracture difficile et complexe à 4 fragments. Le dispositif de blocage DHS n'est indiqué qu'exceptionnellement en cas de télescopage important et donc de raccourcissement, que l'on doit éviter chez un patient jeune ayant un os solide, comme dans cette fracture à 3-3. Dans le modèle, la zone de comminution est simulée par un grand écartement entre le fragment 1 et les fragments 2 et 3. Comme on le montre ici, la mise en charge va produire un raccourcissement important au niveau de la zone de fracture. On peut éviter ce télescopage et donc le raccourcissement en introduisant le dispositif de blocage avec le tournevis dynamométrique. Le verrouillage est correct quand l'échelle du tournevis indique 4 Nm. Après avoir introduit le dispositif de blocage, la mise en charge axiale ne produit plus de télescopage ou de raccourcissement. Le temps que le dispositif de blocage reste en place, le trait de fracture peut se consolider sans risque de raccourcissement. Lorsqu'on retire le dispositif de blocage, le mécanisme de télescopage du système DHS est de nouveau libre.